Saviez-vous que lorsque Jean Harlow a quitté ce monde, elle n'avait que 26 ans? Tout comme elle, nous avons perdu de nombreuses célébrités d'Hollywood d'autrefois, qui étaient trop jeunes pour quitter ce monde. Aujourd'hui, nous allons revisiter 23 icônes de l'ancienne Hollywood dont les départs résonnent encore dans l'histoire du cinéma, retraçant les moments qui les ont emportés trop tôt et les héritages qui continuent à faire briller leur nom sur l'affiche. Numéro 1. Bobby Driscoll, 1937-1968. Walt Disney appelait Bobby Driscoll son garçon de tous les jours, et le public le croyait. De Song of the South à l'aventure de pirate dans l'île au trésor, Bobby incarnait l'esprit d'aventure, prêtant plus tard sa voix au toujours jeune Peter Pan. Pourtant, alors que le système des studios changeait, les rôles se sont taris, et l'ancien enfant star a dérivé vers l'Est, à la recherche de travaux sur scène à New York. En mars 1968, des enfants du quartier explorant un bâtiment vacant ont découvert son corps. Les autorités ont identifié son identité grâce aux empreintes digitales. Les médecins ont cité un durcissement artériel lié à des problèmes de substance prolongée, une condition inhabituelle pour quelqu'un de seulement 31 ans. Comme aucune famille ne s'était manifestée, Bobby a d'abord été enterré dans une tombe non marquée sur Art Island. Ce n'est qu'un an plus tard, lorsque sa mère a consulté les fichiers des personnes disparues, que le studio a appris son décès. Aujourd'hui, une modeste plaque près de l'attraction Peter Pan de Disneyland rend hommage au garçon qui a jadis appris à des générations à penser des pensées heureuses. Numéro 2. James Dean, 1931-1955. Dans 3 films, À l'Est d'Éden, La Fureur de vivre et Géant, James Dean a transformé l'angoisse juvénile en presque mythe. Hors caméra, il courait à moto à travers les déserts de Californie, recherchant la vitesse autant que la célébrité. Le 30 septembre 1955, Dean dirigea sa Porsche 550 Spyder argentée vers une course à Salinas, rencontrant une berline Ford à un carrefour rural. La collision a froissé la Porsche et Dean, âgé de seulement 24 ans, n'a jamais repris connaissance. Les journaux ont imprimé sa dernière citation de campagne de sécurité: « Conduis prudemment. La vie que tu sauves pourrait être la mienne », comme une prophétie glaçante. À titre posthume, il a obtenu 2 nominations aux Oscars et inspiré d'innombrables rebelles en blouson de cuir. Chaque année, des fans se rassemblent sur le site de l'accident pour déposer des fleurs, des plaques d'immatriculation et parfois un blouson rouge, prouvant que certaines légendes ne respectent jamais la limite de vitesse du temps. Numéro 3. Jean Harlow, 1911-1937. Avant Marilyn, il y avait Jean Harlow, la blonde platine dont le clin d'œil malicieux illuminait les classiques Précode, Red-Headed Woman et Dinner at Eight. Pendant le tournage de Saratoga face à Clark Gable, Harlow a commencé à ressentir de la fatigue et des gonflements. Ce que les médecins ont d'abord diagnostiqué comme une grippe s'est rapidement révélé être une insuffisance rénale aiguë, incurable, en 1937. Entouré par des cadres du studio désespérés de protéger leur vedette, Jean est décédé à 26 ans. MGM a terminé Saratoga avec des doublures soigneusement choisies et le film est devenu un succès instantané, bien que le public ait pu ressentir la finalité dans sa dernière scène. Dans le folklore hollywoodien, Harlow reste la comète glamour qui a prouvé que l'éclat brillant de la célébrité peut dissimuler des ombres sanitaires invisibles. Numéro 4. Marilyn Monroe, 1926-1962. Éblouissante dans Les hommes préfèrent les blondes et désarmante dans Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, Marilyn Monroe a créé une image mêlant charme et curiosité. Pourtant, en 1962, elle jonglait avec la pression des studios, des problèmes de santé et des relations très médiatisées. Le 5 août, une femme de ménage l'a trouvée chez elle, à Brentwood. Les enquêteurs ont cité une réaction aiguë au barbiturique prescrit. Elle avait 36 ans. Des rumeurs circulent encore aujourd'hui, mais ce qui reste certain est son empreinte culturelle. Les lignes de mode imitent son tour de robe blanche, et chaque acteur comique en herbe étudie son timing pétillant comme du champagne. En laissant de côté les théories sensationnelles, les fans célèbrent la femme qui a enseigné au monde.
peut-être son propre super-pouvoir. Numéro 5. Jane Mansfield, 1933-1967. Jane Mansfield a embrassé l'extravagance, les décapotables roses, les piscines en forme de cœur et les comédies coquines comme The Girl Can't Help It. Après une apparition dans un nightclub en juin 1967, son chauffeur roulait à toute allure sur une autoroute du Mississippi enveloppée de brouillard. Leur voiture a percuté un semi-remorque roulant lentement, arrachant le toit. Jane, son compagnon et le chauffeur ont péri instantanément. 3 de ses 5 enfants à l'arrière ont survécu, dont la future actrice Mariska Hargitay. Elle avait 34 ans. Les lois exigent désormais des garde-sous sur les gros camions, une mesure de sécurité surnommée de manière informelle la barre Mansfield. Bien que souvent étiqueté comme un tourbillon médiatique, l'héritage de Jane perdure dans cet acier simple qui sauve des vies. Numéro 6, Judy Garland, 1922-1969. De la jeune fille de ferme du Kansas Dorothy Gale à la star de A Star is Born, Judy Garland a passé sa vie sur scène. Des décennies d'emploi du temps rigoureux en studio et de tournées de concerts ont épuisé sa santé. À Londres, le 22 juin 1969, elle a succombé à une overdose accidentelle de barbiturique à 47 ans. Les fans se rassemblèrent dans la rue devant la chapelle funéraire Frank E. Campbell à New York, certains fredonnant doucement Over the Rainbow. La disparition de Garland a entraîné des réformes dans le bien-être des enfants acteurs et demeure un point de référence pour les discussions sur l'équilibre entre l'art et le bien-être. Chaque mois de juin, les défilés de la fierté dans le monde entier résonnent de sa chanson emblématique, un hommage arc-en-ciel à la résilience. Numéro 7. Natalie Wood, 1938-1981. Présente à l'écran depuis l'âge de 8 ans, Natalie Wood est passée sans effort de l'ingénu de Miracle sur la 34e rue à la fougueuse Maria dans West Side Story. Pendant le week-end de Thanksgiving 1981, elle a rejoint son mari Robert Wagner et l'ami Christopher Walken à bord de leur yacht Splendor près de l'île de Catalina. Au cours de la nuit, elle a disparu. Les chercheurs l'ont retrouvée plus tard dans l'eau et les enquêteurs ont conclu à une noyade accidentelle à 43 ans. Le débat sur les événements précis refait encore surface, mais l'art de Wood éclipse le mystère. Son regard langoureux dans le dernier plan de La Fureur de vivre reste l'une des images les plus indélébiles du cinéma. Numéro 8. Sal Mineo, 1939-1976. Sal Mineo a conquis les cœurs aux côtés de James Dean dans La Fureur de vivre, décrochant une nomination aux Oscars à 17 ans. Des années plus tard, sa carrière a rebondi avec des succès sur scène et des rôles invités à la télévision. Le 12 février 1976, rentrant à son appartement de Los Angeles après une répétition, il a rencontré un voleur. Une seule blessure par couteau s'est avérée fatale. Sal avait 37 ans. La police a arrêté Lionel Williams, qui a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité. Les élèves de Mineo ont terminé la pièce qu'il avait mise en scène, dédiant chaque représentation au mentor qui les poussait à dire la vérité même lorsqu'elle ébranle. Numéro 9. Carole Lombard, 1908-1942. Un sens du comique étourdissant a fait de Carole Lombard une reine de la comédie loufoque dans 20th Century et My Man Godfrey. En janvier 1942, elle a été en tête d'affiche d'une tournée de rassemblement d'obligations, récoltant des millions pour l'effort de guerre. Impatiente de retrouver son mari Clark Gable, elle monta à bord du vol 3 de Transcontinental and Western Air. L'avion heurta la montagne Potosi dans le Nevada. Tous à bord périrent. Lombard était la 33e. Le président Roosevelt la salua comme la première femme victime de service en temps de guerre, et Gable s'engagea dans l'armée de l'air des États-Unis quelques jours plus tard. Le rire d'Hollywood a diminué. Pourtant, chaque comédie romantique au rythme effréné emprunte encore son modèle. Numéro 10. Robert Walker, 1918-1951. D'une voix douce et polie hors écran, Robert Walker était l'étude des contrastes d'Hollywood. Il a charmé le public en tant que soldat saint dans Depuis ton départ. Pourtant, c'était son
dans L'inconnu du Nord Express d'Hitchcock, qui a cimenté sa légende. La vie personnelle de Walker était tout aussi dramatique. Un mariage éclair avec la future star Jennifer Jones s'est terminé lorsqu'elle est tombée amoureuse du producteur David O. Selznick. La séparation, associée aux pressions du service en temps de guerre, laissa Walker en proie à l'insomnie chronique et à l'anxiété. En août 1951, un médecin le traita à domicile avec des sédatifs intraveineux, ignorant que des prescriptions antérieures persistaient encore dans son système. L'interaction a ralenti le cœur de Robert au-delà de la récupération. Il n'avait que 32 ans. Hitchcock a dit plus tard qu'aucun acteur n'avait jamais éclipsé le charme avec une telle menace si facilement. Aujourd'hui, les cours d'études de film dissèquent encore la réplique murmurée de Walker « Je t'aime bien » en tant que prototype des méchants modernes à l'écran, rendue encore plus troublante par le fait que son créateur a quitté la scène quelques semaines après le tournage. Numéro 11. Rudolph Valentino, 1895-1926. Avant les films parlants, le grand écran n'avait pas besoin de mots, juste du regard ardent de Rudolph Valentino. Surnommé le Latin Lover, il électrisait les audiences dans The Sheik et Blood and Sand, apprenant à l'Amérique d'après-guerre à s'évanouir. Pourtant, la célébrité avait un coût. Déplacements épuisants, emploi du temps de studio exigeant et commérages incessants, mettant en question tout, de son accent à sa masculinité. En août 1926, Valentino s'est effondré à l'hôtel Ambassador de Manhattan. Les chirurgiens ont diagnostiqué une appendicite, compliquée par des ulcères gastriques, mais une péritonite s'est installée. Plus de 100 000 personnes en deuil ont envahi les rues de New York pour ses funérailles, obligeant la police à faire appel à la garde nationale. Les journaux évoquent des fans évanouis et un cheval échappé, effrayé par la foule. Une seconde cérémonie à Beverly Hills a attiré des starlets en mantilles de dentelle, lançant des gardénias sur le cercueil en bronze. Chaque année, des admirateurs vêtus de noir laissent des roses à son caveau de Hollywood Forever. Une vigile centenaire prouvant que le charme du cinéma muet murmure encore à travers les corridors de marbre et les projections au clair de lune sur les pelouses d'été. Numéro 12. Russ Columbo, 1908-1934. La voix veloutée de Russ Columbo rivalisait avec Bing Crosby, et son talent de compositeur a donné naissance à des standards comme Prisoner of Love. Surnommé le Roméo de la radio, il équilibriait les concerts avec des rôles au cinéma face à Carole Lombard, qu'il aurait courtisé avant qu'elle n'épouse Clark Gable. Le 2 septembre 1934, Columbo a rendu visite au photographe Lansing Brown, un passionné d'armes à feu anciennes. Brown a démontré un revolver de la guerre de Sécession, frappant une allumette sur le chien, sans se rendre compte qu'une amorce cassée était encore logée à l'intérieur. L'étincelle a lancé un fragment de plomb qui a ricoché sur une table et percé le crâne de Russ. Il est mort en quelques minutes, à l'âge de 26 ans. Sa mort a stupéfié Hollywood. Brown, accablé par la culpabilité, a été innocenté de toute faute. Les studios ont rapidement adopté de nouvelles politiques. Les répliques de munitions réelles ont été interdites lors des séances photo promotionnelles, et les armuriers ont commencé à inspecter chaque accessoire historique. L'enregistrement final de Columbo, une berceuse inédite pour sa mère, a été diffusé à titre posthume, son refrain doux soulignant une voix réduite au silence par un coup du sort inattendu et une simple étincelle d'imprudence. Numéro 13. René Adoré, 1898-1933. Née Jeanne de la Fonte dans la France rurale, René Adoré a dansé à travers les cirques européens avant que Hollywood ne l'appelle. Ses yeux expressifs et son naturalisme ont captivé le réalisateur King Vidor, qu'il a choisi pour jouer aux côtés de John Gilbert dans The Big Parade, une épopée muette sur la Première Guerre mondiale qui a battu des records au box-office. La célébrité arriva, mais aussi la fatigue et les quintes de tout. Diagnostiquée avec la tuberculose en 1930, Renée refusa de se retirer discrètement. Elle accepta des rôles secondaires, arrivant sur le plateau enveloppée de fourrure pour se protéger des courants d'air. Lorsque sa santé se détériora, les dirigeants de la MGM firent construire un bungalow spécial, entouré de parterres de fleurs, au sanatorium Pottenger, pour qu'elle puisse contempler les couleurs tout en se reposant. Le 5 octobre 1933, Elsanka 5
serrant un script marqué de rôles futurs espérés. MGM a interrompu la production pendant 2 minutes, atténuant les lumières du studio, un honneur rarement accordé aux stars étrangères à l'époque. Les conservateurs modernes attribuent aux performances nuancées d'Adoré d'avoir montré que le jeu silencieux pouvait être subtil, honnête et profondément émouvant. Numéro 14. Leslie Howard, 1893-1943. Élégant et cérébral, Leslie Howard maîtrisait à la fois la scène et l'écran, obtenant des nominations aux Oscars pour Berkeley Square et Pygmalion de George Bernard Shaw. En tant qu'Ashley Wilkes dans Autant en emporte le vent, il incarnait la gentillesse du Sud. Pourtant, hors caméra, Howard défendait la lutte de la Grande-Bretagne contre la tyrannie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a tourné dans des pays neutres, donnant des conférences sur les idéaux démocratiques et aurait transmis des informations pour le renseignement britannique. Le 1er juin 1943, il monta à bord du vol 777 de KLM de Lisbonne à Bristol. Les chasseurs allemands prirent à tort l'avion civil pour une cible militaire ou visaient peut-être Howard lui-même, croyant que Churchill ou un espion de haut niveau se trouvait à bord. Les 17 passagers périrent au-dessus du golfe de Gascogne. Howard avait 50 ans. Le gouvernement britannique le salua comme un envoyé officieux. Les collègues d'Hollywood ont pleuré l'acteur qui a prouvé que l'intellect pouvait être aussi captivant que la force physique. Chaque jour du souvenir, les instituts de cinéma projettent Pimpernel Smith, le thriller anti-nazi de Howard, en hommage à un artiste qui a combattu la tyrannie par les mots et les actes. Numéro 15. Dorothy Dale, 1915-1934. L'étoile de Dorothy Dale s'est élevée à une vitesse fulgurante. Couronnée Miss Nouvelle-Orléans à 15 ans, elle a conquis Broadway avant que Paramount ne l'associe à Shirley Temple dans Little Miss Marker, où son étreinte chaleureuse a adouci une nation saisie par les difficultés de la Grande Dépression. Les publicitaires du studio l'ont qualifié de « un rire enveloppé de clair de lune », lui attribuant des rôles principaux aux côtés de Cary Grant et Bing Crosby. Après avoir joué lors d'un rodéo de charité le 8 juin 1934, elle a accepté une promenade nocturne sur l'autoroute de la côte Pacifique, détrempée par la pluie. La voiture a dérapé, heurté un poteau téléphonique et s'est renversée. Dale est morte instantanément, à 19 ans. Paramount a mis de côté les futurs scénarios écrits pour elle, et Shirley Temple a gardé un album de coupures, appelant plus tard Dorothy, la sœur que l'écran a volée trop tôt. Les historiens modernes citent Dale lorsqu'ils discutent du système de montée rapide d'Hollywood, rappelant que la célébrité soudaine offrait peu de protection contre les dangers du monde réel, tapis au-delà des portes des studios et des projecteurs étincelants. Numéro 16, Adrienne Ames, 1907-1947. Avec des coiffures élégantes et des robes à plumes, Adrienne Ames incarnait le glamour cosmopolite des années 1930. Transitionnant de petits rôles à des premiers rôles dans des films comme Scandals de George White, elle est devenue une figure incontournable des pages de société, son mariage avec l'acteur Bruce Cabot faisant les gros titres sur le tapis rouge. Lorsque les offres cinématographiques diminuèrent, Ames se réinventa à la radio, animant Strictly Personal, une émission de discussion en direct, depuis Manhattan, mêlant conseils de style, potins de théâtre et messages chaleureux aux soldats. Les auditeurs adoraient son timbre velouté et son rythme nonchalant. En 1946, elle a révélé son combat contre le cancer du col de l'utérus, mais a continué à diffuser, assise sur des coussins pour soulager la douleur. Pendant les dernières semaines, elle a préenregistré des épisodes pour que le public n'entende jamais une hésitation. Elle est décédée le 31 mai 1947, à l'âge de 39 ans. Les collègues ont loué sa clairvoyance en se tournant vers de nouveaux médias, des années avant que la plupart des stars de cinéma ne considèrent les micros comme leur prochaine vitrine. Aujourd'hui, les experts en médias considèrent Ames comme un modèle pour les légendes de l'écran qui passent avec élégance à l'intimité des talk-shows. Numéro 17. Thelma Todd, 1906-1935. Surnommée Hot Toddy, Thelma Todd a livré une répartie rapide face aux Marx Brothers dans Horsefitters et Laurel et Hardy dans The Bohemian Girl. Cherchant la stabilité au-delà du slapstick, elle a ouvert le Thelma Todd's Sidewalk Café sur la Pacific Coast Highway.
Célébrité et ramasseur de plage. Tôt le 16 décembre 1935, elle a été découverte dans sa voiture dans le garage d'un ami, au-dessus de la route d'accès au café. Les enquêteurs ont conclu que des gaz d'échappement s'étaient accumulés pendant la nuit, provoquant du monoxyde de carbone. Empoisonnement. Des rumeurs ont rapidement suggéré un acte criminel, impliquant des associés d'affaires ou un partenaire mécontent. Les coronaires n'ont trouvé aucune preuve décisive et l'affaire a été classée comme accidentelle. Elle avait 29 ans. Chaque mois de décembre, les cinéphiles laissent des gardénias blancs au garage en flanc de colline, un hommage silencieux d'Hollywood à un génie comique dont le dernier acte reste non écrit. Le succès de Todd en tant qu'interprète et entrepreneur a ouvert la voie aux futures actrices poursuivant des carrières parallèles en dehors de l'emprise des grands studios. Numéro 18. Carole Landis, 1919-1948. Carole Landis a conquis le spectacle préhistorique 1 million avant Jésus-Christ vêtu de fausses fourrures, puis a ébloui dans les comédies musicales des années 1940 et les thrillers noirs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a participé à 4 tournées de soutien moral, visitant plus de bases à l'étranger que n'importe quelle autre actrice, souvent en se produisant sous des tentes perchées près de l'artillerie de la ligne de front. Les déplacements éprouvants ont affecté sa santé et le paysage hollywoodien d'après-guerre offrait moins de rôles substantiels. Le 5 juillet 1948, des amis l'ont trouvée chez elle, entourée de lettres d'adieu et de flacons de médicaments. Elle avait 29 ans. Les journaux laissaient entendre une romance secrète avec un homme marié. Les studios ont fait pression pour garder le silence afin de protéger les réputations. Le décès de Landis a déclenché des discussions nécessaires sur les ressources en santé mentale pour les artistes confrontant des carrières au point mort. Des décennies plus tard, les biographes mettent en avant son service désintéressé durant la guerre. Plus de 100 000 militaires ont entendu sa voix. Pourtant, ses propres appels à trouver un but sont restés sans réponse dans le Hollywood d'après-guerre. Numéro 19. Peg Entwistle, 1908-1932. Les critiques de Broadway ont un jour salué Peg Entwistle comme la fille à l'avenir incandescent. RKO l'a attirée vers l'Ouest, mais après que les projections de tests de 13 femmes aient réduit ses scènes, de nouvelles offres se sont évaporées. Les difficultés financières et le mal du pays pesaient lourdement. Le 16 septembre 1932, elle a parcouru les sentiers escarpés de Griffith Park, a grimpé une échelle derrière le panneau Hollywoodland et a sauté du H de 45 pieds de haut. Elle avait 24 ans. Le lendemain matin, des randonneurs ont trouvé ses chaussures, sa veste et une note exprimant son désespoir. Plus tard dans la journée, une lettre de Studio Central Casting est arrivée à son appartement, l'invitant à jouer dans un drame sur une femme poussée au désespoir. Une coïncidence étrange, renforçant le caractère imprévisible du timing hollywoodien. Les restaurateurs ont ajouté des barrières de sécurité lors de la réfection du panneau en 1949, citant la tragédie de Peg. Les promeneurs modernes laissent des marguerites sous le panneau HOE, un doux rappel que derrière chaque silhouette de rêveur, il peut y avoir des batailles silencieuses invisibles au-dessus des lettres lumineuses de la colline. Numéro 20. George Reeves, 1914-1959. Avant que les épopées de super-héros ne dominent les multiplexes, George Reeves traversait les écrans de télévision en noir et blanc dans le rôle de Superman, inspirant les enfants à courir dans les jardins avec des capes improvisées. Pourtant, la célébrité qui enchantait les spectateurs limitait Reeves à une seule identité. Les agents de casting supposaient que le public n'accepterait pas le héros sculpté dans un autre rôle. Le 15 juin 1959, Reeves a accueilli des amis et sa fiancée, Leonore Lemmon, chez lui à Benedict Canyon. Aux premières heures, un coup de feu a retenti à l'étage. La police a conclu que la blessure était auto-infligée, mais des contradictions, pas d'empreinte digitale sur l'arme, des témoignages conflictuels ont alimenté des décennies de spéculation. Il avait 45 ans. Les fans ont fait la queue avec des boîtes à lunch Superman et des lettres disant « Tu étais notre héros ». Le Screen Actors Guild a plus tard mis en avant le cas de Reeves en plaidant pour une plus grande diversité de rôles, soulignant comment le typecasting peut confiner non seulement les carrières, mais aussi les identités personnelles. Aujourd'hui, les collectionneurs chérissent la modeste cape de son costume, un vestige tangible du premier homme à faire.
croire qu'un héros pouvait vraiment voler. Numéro 21. Lupe Vélez, 1908-1944. Enflammée, comique et résolument mexicaine, Lupe Vélez a traversé des épopées muettes comme The Gaucho, avant de tenir la vedette de la série à succès Mexican Spitfire. Elle a défendu la représentation latine et financé des familles d'immigrants en difficulté. Pourtant, la publicité des studios la réduisait souvent à des stéréotypes de tempérament. En décembre 1944, apparemment enceinte et faisant face à une romance tumultueuse, Vélez a décoré sa chambre avec des orchidées parfumées et des bougies, avant de consommer une grande quantité de somnifères prescrits. Elle a été découverte le lendemain matin, à l'âge de 36 ans. Les agents de presse ont aseptisé les récits pour protéger son héritage comique, mais des biographies ultérieures ont détaillé sa lutte pour concilier les caricatures hollywoodiennes avec une estime de soi authentique. L'énergie audacieuse de Vélez à l'écran a inspiré de futures stars comme Rita Moreno et Salma Hayek, prouvant que le charisme, non affaibli par l'adversité, peut résonner à travers les générations culturelles, incitant Hollywood à raconter des histoires latino plus riches et complète. Numéro 22. Olive Thomas, 1894-1920. Avec ses cheveux coupés au carré et ses yeux malicieux, Olive Thomas symbolisait l'exubérance de l'âge du jazz, notamment dans The Flapper, qui a introduit le terme d'argot dans l'Amérique grand public. En vacances à Paris avec son mari, Jack Pickford, Olive erra dans leur suite d'hôtel aux premières heures du 10 septembre 1920 et bute par erreur dans une bouteille contenant la solution topique de bichlorure de mercure de Jack, utilisée pour traiter un problème médical et mortel si ingéré. Malgré des soins hospitaliers frénétiques, elle mourut à 25 ans. Des ondes de choc ont traversé les continents, les pharmacies françaises ont renforcé les lois sur l'étiquetage des toxines, et les studios ont instauré des avertissements multilingues obligatoires sur les récipients de médicaments pour les artistes en déplacement. Le théâtre New Amsterdam, où Olive a autrefois régné en tant que favorite de Ziegfeld, conserve son souvenir avec un portrait dans le hall. Les machinistes murmurent encore à propos d'une silhouette scintillante dans une robe argentée glissant à travers la mezzanine lors des nuits de répétition silencieuses. Olive, peut-être, savourant des applaudissements éternels. Numéro 23. Margaret Sullivan, 1909-1960. La voix rauque et le réalisme tendre de Margaret Sullivan ont élevé des classiques comme The Shop Around the Corner, où ses échanges avec James Stewart ont défini la joute romantique pendant des décennies. Hors écran, elle a navigué une perte auditive partielle qui provoquait des vertiges et de l'anxiété sociale. Pourtant, elle a insisté pour que les réalisateurs gardent le dialogue naturel, pionnière du jeu d'acteurs discret à l'écran. Après 3 mariages et des préoccupations pour le bien-être de ses enfants dans le monde du spectacle, Sullivan a réduit son travail au cinéma, se concentrant sur les apparitions sur scène. Le jour de l'an 1960, elle a été retrouvée dans un hôtel de New Haven, ayant pris une quantité excessive de médicaments prescrits en raison d'une fatigue signalée. Elle avait 50 ans. Les collègues ont déploré que l'optimiste d'Hollywood, qui avait autrefois affirmé « Il y a un miracle caché dans chaque jour ordinaire », ait succombé à des ombres privées. Les mémoires de sa fille, Brooke Hayward, Haywire, ont ensuite mis en lumière les pressions auxquelles les familles créatives font face, incitant les syndicats de l'industrie à élargir les ressources de conseil. Les films de Sullivan rappellent aujourd'hui aux spectateurs que la chaleur véritable à l'écran peut encore scintiller longtemps après que les lumières s'éteignent sur le plateau. Des idoles de matinée aux comédiens pionniers, ces portraits élargis approfondissent notre compréhension des étoiles les plus brillantes d'Hollywood, dont les histoires se sont terminées brusquement. Que leur vie inspire des environnements de travail plus sûrs, des soins de santé réfléchis et des récits qui honorent à la fois le glamour et les personnes qui s'y cachent.